Dans ce chapitre, on va parler de limite d'une fonction. Mais avant ça, commençons par parler de droite tangente et de droite sécante et de droite tangente. Donc, une droite sécante. C'est quoi une droite sécante à un graphe? Admettons qu'on a les axes, on a une courbe d'une certaine fonction f. Donc, une droite sécante, c'est une droite qui traverse, qui coupe le graphe, comme ça, un point. Il peut le couper également en plusieurs points, mais en tout cas, l'essentiel, c'est que il va couper le graphe de f en traversant la courbe, en quelque sorte, dans un voisinage comme ça du point d'intersection. On voit qu'une partie de la droite est d'un côté du graphe, une autre partie est de l'autre côté du graphe. Donc c'est ça une droite sécante. Nous, on va s'intéresser à des droites sécantes qui coupent le graphe en deux points. Donc c'est pour ça qu'on a adopté cette définition, parce que c'est ça qui nous intéresse. Pour nous, une droite sécante, c'est une droite qui coupe le graphe de f en deux points distincts A et B. Elle le coupe en deux points. Au minimum, elle pourra probablement le couper plus que ça, parce que si je continue mon graphe ici, ma droite là, peut-être elle va le couper en plus de deux points. Mais en tous les cas, il y a au moins deux points d'intersection entre ma droite et le graphe de ma fonction f. Donc pour nous, c'est ça, une séquence, c'est une droite qui coupe le graphe d'une fonction en deux points, minimum. Maintenant, c'est quoi une droite tangente? Une droite tangente, elle coupe le graphe, elle touche le graphe sans le traverser. Admettons, on a la droite verte, et que donc ici, elle va toucher le graphe de f ici, sans traverser f. Donc ça sera une droite tangente au graphe, au point C. On voit que si je trace un voisinage du point où elle touche le graphe, la droite reste du même côté du graphe. Alors que pour la séquente, une partie de la droite d'un côté, une autre de l'autre. Ça, c'est la droite tangente au point C. Une droite tangente, il peut être aussi séquente. Si je continue ma droite, elle va être peut-être séquente plus loin. Et regardons maintenant qu'est-ce qui se passe si je prends donc une fonction et je prends une droite séquente en deux points AB. Qu'est-ce qui se passe donc lorsque le point B s'approche de plus en plus du point A? On vient de voir donc lorsque le point B s'approche de plus en plus du point A, la droite séquente en deux points BA tend s'approche de plus en plus de la droite tangente au point A, de la droite rougie. En d'autres termes, lorsque B sera vraiment très collé au point A, la droite séquente devient tout simplement la droite tangente au point A. Voilà donc ce qui est, en ce qui concerne la droite séquente et la droite tangente. Donc cette définition de la droite tangente, elle est cohérente avec ce qu'on a vu pour le cercle, notamment la tangente. La droite tangente au point 1 d'un cercle, qui par définition, donc c'est l'unique droite qui passe par le point A et qui est perpendiculaire au rayon du cercle. Perpendiculaire au rayon du cercle. Dans ce cours en particulier, on va s'intéresser à la pente de la droite tangente.
Donc on a vu, on a un graphe. Si on souhaite calculer sa pente, la pente de cette droite, ou le coefficient directeur si vous voulez, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la notion de droite séquente et la notion de limite, qui est l'objet de ce chapitre. Donc on va utiliser la notion de droite séquente et la notion de limite. Donc d'après la définition de la droite séquente, on a dit qu'elle doit passer nécessairement par deux points. Okay. Les deux points qui nous intéressent. Donc le premier point, ça sera le point x1, y1, et le deuxième point x2, y2. Admettons, c'est ça les points de coordonnées. On sait comment obtenir la pente d'une droite lorsqu'on connaît deux points de cette droite. Donc la pente de notre droite séquente, c'est ce qu'on appelle le taux de variation. C'est la variation de y par rapport à la variation de x. Vu que la droite passe par les deux points x1, y1, x2, y2, donc c'est la variation de y, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. C'est ça la droite de la pente séquente. C'est ça la pente de la droite séquente. Et bien sûr, les points x1, y1, x2, y2 sont distincts. Donc x1 est différent de x2. Cela veut dire que on peut diviser ici, il n'y a pas de zéro au dénominateur. Les points sont distincts et ce n'est pas une droite verticale. Donc le taux de variation, la pente sera bien définie. Donc lorsqu'il s'agit de droite séquente, on voit qu'on s'intéresse à deux points, c'est le point d'intersection avec le graphe. Alors que lorsqu'on parle de droite tangente, on s'intéresse à un seul point. C'est le point du graphe, le point de tangence. Alors dans ce cas-là, comment faire pour obtenir justement la pente de la droite, sachant que c'est le même point en quelque sorte? C'est là qu'intervient la notion de limite. Donc, supposons que nous cherchons la pente de droite tangente à la fonction suivante. Donc, on a une fonction, on cherche la droite tangente à un point donné, donc au point P. Droite tangente au point P par exemple. Donc P c'est 0,2. Donc la droite tangente au point qui a une abscisse x égale 0,2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fixer un point. Donc on a déjà le point coordonné 0,2 et f de 0,2. F de 0,2. Ça c'est le premier point. Fixons un autre point du graphe un peu plus loin et traçons une droite, la droite séquente, la droite rouge. Donc on a bien une droite séquente qui passe par les points PQ. Maintenant on va faire tendre Q vers P, on doit pencher en quelque sorte la droite rouge, va pivoter, de sorte que le point Q s'approche de plus en plus de P. Donc lorsque le point Q est très très proche de P, infiniment proche de P, on va avoir la pente de la tangente qui est donc, ce sera la pente de la séquente. Ça sera infiniment proche de la pente de la séquente. Donc j'ai dit, on va prendre Q infiniment proche de P. Dans ce cas-là, si on souhaite calculer la pente de la tangente, eh bien, ça sera tout simplement infiniment très proche de la droite de la pente de la séquente. Et nous, on a vu comment calculer la pente de la séquente avec le taux de variation. Prenons donc un exemple. Dans cet exemple, on considère donc un lancer d'une fusée et on a une fonction d de t qui représente
qui représente la distance verticale. Donc, par exemple, à l'instant t égale 0, vous voyez, je suis à la distance 0. Donc, on lance une fusée du sol, en quelque sorte, au niveau du sol, ça sera 0. Et puis, la hauteur, la distance du sol va augmenter jusqu'à ce que la fusée atteint la hauteur maximale. Et puis, elle va retomber. Donc, le d de t, en quelque sorte, c'est la distance verticale parcourue par la fusée. Donc, on trace le graphe de la distance verticale. Ici, en fait, il y a juste une phase, c'est la phase d'ascension. 10 secondes, il va atteindre la hauteur maximale. Il démarre de 0, une hauteur 0. 10 secondes, au bout de 10 secondes, il a atteint la hauteur maximale, la distance maximale. Et puis, la fusée va redescendre, la distance par rapport au sol va devenir de plus en plus petite jusqu'à atteindre 0. Mais on s'intéresse juste à la première phase, à la phase d'ascension de la fusée. Maintenant, si on essaye de voir donc les distances parcourues, à l'instant 0, on a une distance c'est 0, et puis à l'instant 10 secondes, on a 500 mètres de hauteur de la fusée. Maintenant, si on veut connaître la vitesse de la fusée, on a un objet, quand on lance une fusée comme ça, elle reçoit une vitesse initiale, et puis il est attiré par la gravitation, la force gravitationnelle. Donc, au moment de l'ascension de la fusée, la force gravitationnelle la freine, réduit sa vitesse. Lorsqu'elle a atteint la hauteur maximale, la fusée va commencer encore à s'accélérer dans sa chute. En gros, la vitesse n'est pas constante. Mais admettons maintenant qu'on souhaite connaître la vitesse moyenne entre deux instants. La vitesse n'est pas constante. On vient de voir qu'elle n'est pas constante. Si on s'intéresse à la vitesse moyenne, donc c'est le taux de variation, c'est la distance parcourue par rapport au temps écoulé. C'est la variation de la distance par rapport, donc divisé sur la variation du temps. Delta de distance sur delta t. Ça donne la vitesse moyenne entre deux instants que vous pouvez choisir. Par exemple, la vitesse moyenne entre l'instant de départ et l'instant où elle a atteint la hauteur maximale. Donc, c'est la variation de la distance par rapport à la variation du temps. En 10 secondes, donc la variation de la distance, on a dit la distance du sol, elle a atteint 500 mètres à la fin des 10 secondes. Donc, sur la variation du temps, c'est 10 secondes. En gros, on va avoir une vitesse moyenne de 50 mètres par seconde. Ça, c'est une vitesse moyenne parce qu'en fait, l'objet a été lancé, si on va l'équation ici, il a été lancé à une vitesse de 100 mètres par seconde. Il a été lancé à une vitesse de 100 mètres par seconde, mais donc la vitesse moyenne, ce sera 50 mètres par seconde entre l'instant 0 et l'instant où elle atteint la hauteur maximale. Mais on n'est pas obligé de prendre les deux instants 0 et 10. On peut s'intéresser également à la vitesse moyenne, par exemple, entre l'instant 3 et 8 secondes. C'est par exemple la vitesse moyenne dans l'intervalle 3-10 secondes, toujours variation de la distance par rapport à la variation du temps. Donc, ça nous donne 35 mètres par seconde. Entre l'instant, dans l'intervalle 3 secondes, 8 secondes, la vitesse moyenne, on obtient 45 mètres par seconde, etc. Maintenant, si on veut vraiment la vitesse instantanée à l'instant 3 secondes, comment on peut l'obtenir? Bien, obtenir une valeur très très proche de ça. Il suffit de choisir des intervalles de plus en plus petits. Donc ici, on a pris l'intervalle 3-4 secondes. On va prendre la vitesse moyenne entre l'instant 3 secondes et l'instant 3,1 secondes. La vitesse moyenne ici est 69,5. Au lieu de prendre cet intervalle, on peut encore prendre un intervalle de plus en plus petit.
À chaque fois que l'intervalle est petit, on s'approche de plus en plus de la vitesse instantanée à l'instant 3 secondes. Parce que la vitesse moyenne entre l'instant 3 secondes et l'instant 3,0001 secondes, c'est quand même pas mal, la même chose que la vitesse à l'instant 3 secondes. Ainsi de suite, on voit que 69, à peu près entre 3 secondes et 3,00001, la vitesse moyenne est 69,9999, à peu près 70 mètres par seconde. Voilà donc, qu'est-ce qui se passe numériquement lorsqu'on fait rapprocher des points. Ici, la pente de la séquente, il a un sens, c'est la vitesse. Et la pente de la tangente, il a un sens, c'est la vitesse instantanée. On voit que lorsqu'on fait rapprocher une extrémité d'intervalle de l'autre, ici par exemple, l'extrémité droite, on l'approche de 3, plus en plus, et bien la vitesse moyenne dans cet intervalle s'approche de plus en plus de la vitesse instantanée à l'instant 3 secondes. Graphiquement, qu'est-ce qui s'est passé? On a fixé le premier point ici. Donc l'instant 3 secondes, la distance au sol D de 3 secondes. Ensuite, le deuxième, c'est le point Q1. C'était à l'instant 10 secondes. Ensuite, on essaye, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de faire rapprocher le point Q, de le faire rapprocher de plus en plus depuis. Donc, première étape, on a mis Q2 ici. On a obtenu les valeurs ici. Donc, l'intervalle 3, 8. Ensuite, 3, 4 ici. En s'approchant encore de plus en plus, etc. On s'approche de plus en plus, le point Q s'approche de plus en plus du point P. Et à chaque fois, la pente de la séquente s'approche de plus en plus de la pente de la tangente au point P. Donc en choisissant une vitesse moyenne entre deux instants, le premier c'est 3 secondes et le deuxième c'est un instant très très proche de 3 secondes, Claude obtient donc une très bonne approximation de la vitesse instantanée à l'instant 3 secondes. Pour avoir la vitesse instantanée à l'instant 3 secondes, en tout cas une valeur très très approchée, il suffit de prendre un point Q très très rapproché du point P. Donc on fait remarquer qu'avec cette méthode, on peut s'approcher autant que l'on souhaite du point P. Cependant, on ne peut jamais l'atteindre parce que sinon on ne pourra pas calculer la variation des distances sur la variation sur delta t. Sinon delta t sera égal à 0. Ça veut dire que si on souhaite, avec cette méthode, on pourra juste approcher autant que l'on souhaite de la vitesse instantanée, mais on ne pourra jamais avoir exactement la vitesse instantanée. Et alors, qu'est-ce qu'on fait si on souhaite vraiment avoir la vitesse instantanée à l'instant de 3 secondes? C'est là qu'intervient la notion de limite.